falalebe iragile ngirame forora. Deme babaninga falalebe iragile ngirame forora. Imuti mirio kuimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité qui nous honore à Manège. Bienvenue ici dans l'un des quartiers les plus forts de Douala 5e, Bédi, où nous sommes accueillis par un brave Camerounais, André Yorbach, économiste. Bonjour, Monsieur Yorbach, et bienvenue à Manège. Bonjour, madame. Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Oui. Je m'appelle André Yorbach. Je suis né à Douala. Je suis économiste, expert comptable d'entreprise. Je travaille depuis plus de 30 ans déjà. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous avez fait pour être là où vous êtes? Et nous reviendrons sur vos 30 ans de carrière. Oui, mon parcours, je dois vous avertir, est assez atypique. C'est-à-dire que je fais des études primaires, j'allais dire normales, à l'école Saint-Jean-Bosco de Douala, oui, où j'ai obtenu mon CEPE à l'époque. Ensuite, je suis allé au collège Sacré-Cœur de Macaque, où j'ai, en 1966, j'y ai obtenu mon BEPC. Je suis revenu à Douala au collège Liberman. J'ai obtenu mon bac en 1970. Et après le bac, je suis donc allé à l'université de Yaoundé. À l'époque, ça s'appelait l'université de Yaoundé. Il n'y en avait qu'une seule. Où je me suis inscrit en sciences économiques. Mais je dois vous expliquer que lorsque j'ai eu mon bac, ce n'est pas pour faire les sciences économiques que je suis allé à Yaoundé, c'était pour faire la médecine. Oui. Malheureusement, mon dossier avait été refusé parce que, semble-t-il, il avait été déposé avec un jour de retard. Alors, pour ne pas perdre une année, je me suis retrouvé en fac de sciences, en fac de droit et sciences économiques. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait faculté de droit et de sciences économiques. J'ai donc obtenu, 4 ans après, une licence en droit et en sciences économiques. Parce que également à l'époque, les licences se faisaient en 4 ans. Oui. Voilà. Lorsque j'ai donc obtenu cette licence en droit et en sciences économiques, avec mention assez bien, j'ai obtenu une bourse du gouvernement pour aller continuer mes études en France. Des études de professorat. Je devais donc faire une agrégation en sciences économiques et revenir enseigner à l'université. Lorsque je suis arrivé en France, donc je me suis inscrit à la Sorbonne. Un an après, j'ai obtenu mon diplôme d'études supérieures en économie. Et c'est là où j'ai été mordu par le virus de la comptabilité. Comment ça? Ben, comment ça? Tout simplement en fréquentant des amis qui étaient inscrits dans les études d'expertise comptable. Et à l'époque, on se disait que l'économie, c'était quelque chose d'assez vague. Oui. D'assez vague. Et qu'avec l'expertise comptable, on avait beaucoup plus de débouchés. Ils ont réussi à me convaincre. J'ai donc commis... Et que là-bas, on comptait beaucoup d'argent. Bon, ce n'est pas tellement un problème d'argent, mais c'était surtout un problème de débouchés. Oui. Parce qu'on disait qu'avec des études en comptabilité, les débouchés étaient pratiquement assurés. Alors qu'avec l'économie, en dehors de l'enseignement, je dis c'est ce qu'on pensait à l'époque. Je ne dis pas que c'est ce que je pense. Oui. Voilà. Bref, mes amis ont réussi à me convaincre. Je me suis donc lancé dans des études de comptabilité. J'ai obtenu le diplôme d'études comptables supérieures quelques années plus tard. J'ai commencé à faire mon stage d'expert comptable. Je l'ai commencé en France, je l'ai terminé au Cameroun.
Voilà, dans le cabinet Corps et Murs, qui était le... Bon, quand je le dis, les gens n'aiment pas que je le dise, mais c'est la vérité, c'était le meilleur cabinet d'experts comptables de l'époque. C'est là où j'ai achevé mon stage d'expert comptable. Avec le recul, vous remerciez vos amis et vous regrettez de les avoir écoutés? Je n'ai pas beaucoup de regrets. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et surtout, il faut aimer ce qu'on fait. J'ai aimé la comptabilité depuis le début. Parce qu'au début, quand je me lançais dans la comptabilité, c'est vrai que dans mes études de sciences économiques, on avait fait un peu de comptabilité, mais c'était de manière très légère. Mais c'est une science qui m'a emballé depuis le départ et puis jusqu'aujourd'hui, je ne m'en suis pas encore lassé. Monsieur Orbar, pensez-vous que cette filière ait encore toute sa valeur? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans plusieurs entreprises, on ne rencontre plus les comptables matières, ou peut-être c'est une idée erronée de ma part. La comptabilité, c'est tout un programme. C'est quelque chose de très vaste. Bon, à l'époque, on parlait des aides comptables, on parlait des comptables matières. Mais si vous voulez, si vous avez fait des études comptables au plus haut niveau, vous voyez la comptabilité d'une autre façon. Vous la voyez à un autre niveau. Bon, quand vous parlez de comptable matière, c'est déjà quelque chose de très spécifique. Comptable matière, c'est dans le cadre de la gestion des stocks, gestion des magasins. Bon, tant qu'il y aura des magasins, il y aura des comptables matières. Parce que le comptable matière, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui compte de la matière. Donc, je ne crois pas qu'on n'ait pas besoin. Bon, peut-être, je ne sais pas dans quel sens vous dites qu'on n'a plus besoin de comptable matière, mais je veux dire que c'est quelque chose de très spécifique. Ramener la comptabilité à la comptabilité matière, c'est la restreindre. La comptabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus noble et de beaucoup plus enrichissant. Oui. Et dites-nous, revenons à votre carrière. Oui. Vous veniez de dire que vous avez déjà 30 ans. Parlez-nous comment les choses se sont passées, des moments de regret, des moments de joie. Je vais diviser ma carrière en deux. J'ai fait ma première année d'expert comptable après les petits métiers en France. Je suis donc rentré, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un cabinet comptable, le meilleur de l'époque, où j'ai terminé mes 2 années, parce qu'il fallait faire 3 ans au total pour finir son stage d'expert comptable. J'ai donc travaillé dans ce cabinet au total pendant 4 ans. J'ai de très bons souvenirs de ce cabinet parce que j'ai réalisé des missions très enrichissantes, très pittoresques aussi, enrichissantes sur le plan professionnel, pittoresques sur le plan social, sur le plan des choses que j'ai découvertes. Parce qu'avec ce cabinet, j'ai découvert le Cameroun, j'ai découvert l'Afrique. Ouais. Donc, j'ai découvert le Cameroun, pourquoi? Parce que j'avais, par exemple, un projet que je suivais qui s'appelait les Appuis de l'Est. C'était à l'Est du Cameroun. Il m'arrivait d'aller passer 2 mois à 3 mois à Bertoua et dans les environs. Parce que ces projets, c'était des projets qui encadraient les paysans dans les villages. Donc, et vous n'aviez pas peur parce qu'il y a des anecdotes qui disent qu'à ces années-là, de ce côté, on mangeait les personnes. Oh, je n'ai pas eu, peut-être que j'ai bien choisi les pistes que j'empruntais, oui. Mais je ne pense pas être tombé sur des cannibales à l'Est. Je ne sais, mais je n'ai même pas appris ces histoires-là. Oui. Je sais seulement qu'à l'Est, on mangeait du très bon gibier, et pratiquement très moins cher. Et je disais donc que j'ai connu des choses très pittoresques là-bas. J'ai connu des villages. Pratiquement, je peux dire que j'ai fait... Il y a des périodes où je parcourais en 1 mois une 15aine de villages. Donc, au total, je crois que j'ai parcouru au moins 30 à 40 villages dans l'est du Cameroun. C'était très enrichissant pour moi
Sur le plan du travail, évidemment, mais comme je disais tout à l'heure, sur le plan social, sur le plan de mon épanouissement personnel. Donc j'ai connu en même temps le nord du Cameroun, ça c'était l'est, j'ai connu le nord, j'avais un projet que je suivais, j'étais chef de mission, c'était la Seimerie à Yagua. Ouais. Oh, ouais. Je crois que tout le monde connaît la Seimerie, une telle grande société, malheureusement qui bat de l'aile aujourd'hui, mais la Seimerie c'est vraiment quelque chose de gigantesque et c'est dommage que on y attache, on ait laissé tomber cette société qui, à mon avis, faisait la fierté du Cameroun. Il faisait surtout du très bon riz. Parce que le riz qui sortait de la Seimerie, chaque fois que je rentrais de la Seimerie, je venais avec des quantités de riz et j'avais des gens qui voulaient manger le riz de la Seimerie, qui n'a rien à voir avec la pacotille de riz que nous allons trouver dans les marchés. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une volonté de faire consommer ce riz au Cameroun, parce que c'est du très bon riz. Pareil également dans la zone de la plaine d'Embo, où il y avait également une grande rizerie à l'époque qui s'appelait la Sodérim et qui a disparu complètement. La Seimerie bat de l'aile, mais la Sodérim a complètement disparu. Là-bas également, il y avait du très bon riz. Donc le Cameroun, normalement, si elle avait gardé ne serait-ce que ces deux sociétés, elle ne serait pas aujourd'hui en train de consommer du riz thaïlandais, du riz, c'est pas moi quoi, qu'on rencontre. Et de très mauvaise qualité, je vous assure, le riz que nous consommons est un riz de très mauvaise qualité. Ça, et pourquoi? C'est pas du premier choix, tout simplement. C'est pas du premier choix, et puis ça renferme des brisures de riz, c'est pas de la meilleure qualité. Le riz qu'on fait à Yagua et le riz qu'on faisait à la plaine d'Embo, à la Sodérim, c'était du très bon riz. J'ai connu Evecam également, qui était une grande société, qui le reste d'ailleurs, où j'étais, voilà les dossiers que je suivais en tant que chef de mission. Donc ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, de connaître le Cameroun, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui peuvent s'enorgueillir de connaître leur pays. Voilà, grâce à la comptabilité, je peux aujourd'hui me targuer de connaître mon pays. Et ça, c'est une fierté personnelle. Monsieur Yorba, qu'est-ce qui vous a donc le plus marqué négativement s'il y a des blessures dans ces voyages? Si vous permettez, tout à l'heure, j'avais dit, j'avais divisé ma carrière professionnelle en deux parties. Oui. La première partie, c'était dans le cabinet. C'est de ça que je viens de parler, enfin, en très grand raccourci. En bref, quoi. En très bref, parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus. L'autre partie, qui est beaucoup plus grande, c'est que j'ai donc abandonné le cabinet pour aller en entreprise. Là, c'est là où j'ai donc passé la plus grande période de ma vie. C'est-à-dire, d'un côté, il y a 4 ans, et de l'autre, il y a à peu près 26, 27 ans d'entreprise. Ceci nous permet de vous poser la question de savoir s'il y a une différence entre un expert comptable et un comptable d'entreprise. La différence est assez importante. Dans le fond, c'est deux professionnels qui font à peu près le même travail, mais dans la manière d'exercer le travail, ce n'est pas la même chose. L'expert comptable de cabinet, parce que je dois les appeler comme ça pour faire la différence. L'expert comptable de cabinet, c'est un travailleur indépendant. C'est-à-dire, il a son cabinet, il travaille pour son compte et il a des contrats avec des entreprises. C'est-à-dire, il va dans une entreprise, on lui donne un travail, un cahier de charges,
Et il travaille donc au vu de ce travail, de ce cahier de charges, de ce contrat qu'il a signé avec l'entreprise. Le comptable d'entreprise, comme son nom l'indique, c'est un employé de l'entreprise. Voilà. Donc il a un contrat avec l'entreprise et il fait donc la comptabilité, ou bien il fait l'audit, parce qu'il y a également, à l'intérieur de l'entreprise, il y a au moins deux façons de servir à l'intérieur. Soit vous êtes dans la direction comptable, ou soit vous êtes à l'audit interne. Parce que là également, c'est une autre façon de concevoir le métier de comptable. Oui. Voilà. Et nous sortons de ce domaine, on rentre un peu dans votre vie privée, si vous le permettez bien. Je vous en prie. Oui, vous avez dit que vous êtes né à Douala. Ça veut dire que vous n'avez pas un village. Votre village, c'est Douala? Oh, je dois vous raconter une anecdote. Quand vous me posez la question, ça me fait penser à mon feu père qui me disait que nous sommes venus à Douala pour chercher le travail, oui, mais que votre maison, c'est au village. Voilà ce que mon père me disait, et il me le répétait très souvent. Il faut connaître ses sources, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Parce que si vous ne connaissez pas vos sources, vous risquez de vous perdre en chemin. Et je crois que cette leçon m'a permis d'approfondir ma culture d'origine. Et comme vous allez le voir, je me suis toute ma vie, parallèlement à ma profession, j'ai toujours eu des activités dans le cadre de la famille, du clan d'Oktindi par exemple, que j'ai dirigé ici à Douala pendant 8 années. Et puis, je suis quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, n'oublie pas son village. Je vais régulièrement au village. J'ai appris à mes enfants la leçon que mon père m'avait apprise. C'est-à-dire, je leur ai dit, on est à Douala, c'est bien, mais nous avons un village. Ouais. Et je leur apprends, je leur ai appris et je leur apprends à aller régulièrement au village. Et il semble qu'avec les jeunes de votre village, vous organisiez également voilà, des rencontres. C'est ça, avec les jeunes de mon village, j'ai donc noué des relations très très soutenues. Pendant un moment, bon, c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas fait, mais je les avais habitués à organiser des championnats de football de vacances qui étaient très attendus pratiquement tous les 2 ans. Voilà. Donc j'ai de très bonnes relations avec la jeunesse du village qui me harcèle parce que ça, comme je vous l'ai dit, des petits problèmes ont fait que depuis 4 ans, je n'ai plus organisé ce championnat. Mais je crois qu'on va revenir aux bonnes nouvelles, aux bonnes choses dans les années qui viennent. Et vous-même, vous aimez le volley, mais vous faites aussi le football? Le basket. Le basket plutôt? Non, le basket, pour moi, c'est ma seconde nature. Je crois que si je n'avais pas... si on ne m'avait pas appris, parce qu'à notre époque, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens comme Eto'o, Roger Mila, encore que Roger Mila n'a pas beaucoup réussi, il n'a pas gagné beaucoup d'argent avec le football, mais je vois des gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui comme Eto'o, Drogba, je ne sais pas, tous ces gens-là. Je crois que moi, si j'avais eu de la chance et si on ne m'avait pas convaincu à l'époque que le sport c'est pour les bandits, parce qu'il y avait 2 choses à l'époque. Ouais. Il y avait le sport, il y avait la musique. Ouais. Nos parents ne voulaient pas accepter que vous fassiez du sport, que vous fassiez de la musique. Moi, par exemple, j'ai connu une expérience, j'allais dire, terrible au Collège Sacré-Cœur de Macaque, parce que sans me vanter, j'étais un assez bon basketteur, surtout pendant les premières années. Et le Collège Sacré-Cœur, à l'époque, était un très grand collège de sport, qui avait une équipe senior de basket qui se mesurait au reste du Cameroun. Et je me rappelle, il y avait un match Collège Sacré-Cœur de Macaque, reste du Cameroun, et c'est le Collège de Macaque qui avait gagné. Alors, il y avait donc des entraîneurs américains
qui était venu au Collège Sacré-Cœur parce que tout le monde parlait de l'équipe de basket du Collège Sacré-Cœur de Macaque. Ces entraîneurs américains sont donc venus pour voir comment les gens jouaient au basket au Collège Sacré-Cœur. Bon, à l'époque, moi j'étais minime. Je suis minime au cadet, je ne sais plus très bien. Et on devait donc faire un match en levée de rideau. Alors, le match que nous avions livré en levée de rideau avait tellement frappé à l'œil des entraîneurs américains que, après avoir vu le match des seniors, ils ont plutôt parlé de notre match des cadets. Et j'avais à l'époque fait l'objet de tractations parce qu'il était question qu'on parte avec 2 ou 3 d'entre nous aux États-Unis. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ils ont dit qu'ils n'étaient pas bien préparés et tout ça. Bon, finalement, ce projet a été abandonné. Donc c'est pour dire que on ne sait pas comme la roue tourne. J'aurais pu jouer à la NBA aujourd'hui. Bon, seulement le sort n'a pas voulu que ce soit ma route, quoi. On vous préparait à autre chose. Oui, ce que vous faites aujourd'hui avec aisance. Voilà, parce que si j'étais allé certainement aux États-Unis, je ne crois pas que... Bon, peut-être que j'aurais fait la comptabilité, mais je crois que le basketball aurait été placé en première ligne par rapport aux autres activités. Mais il reste quand même votre hobby pendant les week-ends. Oui, quelque part, comme je disais, voilà, je crois que je vais vous inviter là derrière la maison. Vous avez vu que j'ai mis un panier et chaque fois je m'amuse à envoyer la balle au panier et ça me fait, chaque fois que j'envoie le ballon au panier, ça me fait avoir des frissons. Parce que ce sport, je sens vraiment qu'il est en moi. Et je l'ai pratiqué. Et puis, une fois que je me suis mis à travailler, j'ai dirigé une équipe de basket féminine pendant plusieurs années. J'ai gagné 3 fois la Coupe du Cameroun en tant que président de cette équipe de basket. Et après ça, j'ai joué dans divers clubs de vétérans. La plupart des anciens basketteurs me connaissent. Parce que j'ai bourlingué, que ce soit au stade de Liberman, au stade de la Cité des Palmiers. Bon, maintenant, comme mes déplacements sont devenus beaucoup plus compliqués, j'ai fait un petit panier à la maison pour ne pas perdre les vieilles habitudes, mais surtout pour inoculer le virus du basket à ma progéniture. Donc ça, c'est le vieux secret que je nourris aussi. C'est ça. Monsieur Yorbach, nous sortons de cet entretien, mais il semble que vous avez quelqu'un qui vous tient à cœur, à qui vous voulez dire merci. Oh, je dis merci à ma charmante épouse, parce que sans elle, je crois que je ne serais pas là en train de vous parler avec ce sourire large que je suis en train de vous montrer. Parce que malheureusement, je ne peux pas vous parler de ma vie. J'ai connu des moments très difficiles. Les spectateurs comprendront, les téléspectateurs comprendront que je n'en parle pas. Donc j'ai eu une première partie de ma vie qui s'est mal terminée. J'ai donc dû refaire ma vie avec celle qui partage mes instants en ce moment. Et je crois que je lui dis merci parce qu'elle a su me faire traverser ce cap difficile et me faire tenir debout. Donc je lui envoie un gros coucou et je l'embrasse très fort pour ça. Et on dit merci à madame, le prénom? Jeanne. Jeanne, oui. Et à toutes les femmes qui font tout pour que Martin Kay soit debout. Et parce que sans les femmes, nous sommes du sel dans de la sauce. Voilà, absolument. Donc, l'équipe de Manège du Savoir vous dit merci, Monsieur Yorbach, et vous souhaite de préparer avec calme et parcimonie votre retraite, parce que vous en avez fait allusion. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ma profession, sur ma vie privée. Merci beaucoup.